dis à Manuel, très simplement, il ne faut pas se crisper. Pourquoi d'ailleurs se crisper? Il faut simplement discuter. Faut pas se crisper, Manuel. Est-ce un conseil d'amis ou un désaveu cinglant après les députés et les ministres frondeurs? Martine Aubry a fait son retour dans l'arène, mais que cachent ses déclarations? Quel est son objectif et pourquoi les débats entre les socialistes atteignent ce degré de violence? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, un PS en pleine discorde, avec nous 4 invités. Alain Bergougnoux, historien et spécialiste du PS. Vous avez appartenu à plusieurs cabinets ministériels et vous dirigez aujourd'hui la revue socialiste. Philippe Lenchener, communicant. Alors vous connaissez bien, vous aussi, le PS, pour avoir, entre autres, travaillé sur le lancement de la marque France avec Arnaud Montebourg. Stéphane Rosès, politologue, spécialiste de l'opinion. Votre expertise de sondeur vous avez amené à travailler avec François Hollande en 2012. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission, pour un regard plus décalé, on va dire, sur ces images et ces propos. On commence par l'affrontement auquel se livrent par médias interposés Manuel Valls et Martine Aubry. Martine Aubry qui a fait son grand retour dans les médias cette rentrée. Je l'ai dit, ça a été compris comme une critique, j'ai dit il est encore temps de réussir le quinquennat. Je pense que la France aujourd'hui ne peut pas se permettre de ne pas se redresser dans la justice, comme l'avait dit François Hollande. Je pense qu'il y a des inflexions à faire dans la politique économique pour que la croissance revienne, réduire les déficits, il faut le faire, j'en suis absolument convaincu, sans casser la croissance. Il est encore temps de réussir le quinquennat, est-ce à dire qu'il est raté? En tout cas, Manuel Valls semble avoir assez mal pris cette déclaration, puisqu'en marge d'un déplacement en Italie, il a répondu le jour même que le gouvernement ne faisait pas d'austérité avant de s'interroger, c'est quoi l'infléchissement? Elle est où l'alternative? Et de mettre en garde contre une percée du FN. Réponse de Martine Aubry le lendemain en conférence de presse. Le rôle des politiques, c'est d'essayer de trouver des solutions. Alors, voilà, c'est ce que je dis à Manuel, très simplement. Il ne faut pas se crisper. Pourquoi d'ailleurs se crisper? Il faut simplement discuter. Moi, je l'ai dit et redit, et d'ailleurs je me suis tue pendant 2 ans, je l'ai dit et redit, mon seul objectif, parce que la France en a besoin, c'est que le président de la République et le gouvernement réussissent. Il est Premier ministre. Il gère les affaires de la France, c'est pas facile. Donc je ne suis pas là pour faire un jeu de ping-pong à l'extérieur. C'est pour ça que je voulais aussi le redire. Voilà, pas là pour faire un jeu de ping-pong, dit-elle, mais Manuel Valls ne lui laisse pas la balle de match, je crois qu'on dit comme ça, au ping-pong aussi, et répond une fois de plus par médias interposés. Je me laisse dévier par aucune polémique, je prends toutes les contributions, mais je demande à chacun d'être à la hauteur des responsabilités par rapport à la situation internationale, la situation économique, la situation politique. Les Français attendent de nous autorité, responsabilité, hauteur de vue, que nous nous élevions, que nous sortions de ce climat délétère, de ce climat qui m'a provoqué une forme de dégoût chez moi la semaine dernière, parce que les Français attendent de la responsabilité. Voilà, un choix de mots assez fort, on les commentera. Mais on va finir d'abord le match. Manuel Valls, à quelques jours du vote de confiance, en appelle à l'unité, ce qui lui vaut une nouvelle balle de ping-pong de Martine Aubry. On fait l'unité en parlant du fond. On ne fait pas l'unité en disant unité, unité, unité. On fait l'unité sur un projet, on fait l'unité sur des idées, on fait l'unité sur des valeurs, sur un sens et sur des réponses. C'est incroyable, c'est ça, ce débat par médias interposés. Alors, il ne faut pas se crisper, dit-elle. En même temps, elle intervient, dit Martine Aubry, pour le succès du quinquennat. Je voulais savoir ce que vous pensiez, Denis Bertrand, de sa manière d'intervenir. Est-ce qu'elle est crédible dans le rôle de la militante, comme ça, qui intervient après 2 ans de silence pour donner quelques conseils? Je ne sais pas s'il est crédible. Moi, ce qui me frappe, c'est le contraste entre les mots utilisés par les uns et les autres. Enfin, par les deux, en l'occurrence. Enfin, en l'occurrence, par les deux. C'est-à-dire le mot inflexion. Le mot inflexion, utilisé à plusieurs reprises, devient une espèce de mot-clé. Et si on examine ce mot, on peut dire que d'une inflexion, l'adjectif qui convient à l'inflexion, c'est la légèreté. Une inflexion est légère. Dire d'une inflexion qu'elle est lourde ou qu'elle est radicale... Là, c'est une inflexion dans la politique qu'elle demande. Oui, c'est ça. Non, mais je veux dire que le terme inflexion est un terme très nuancé. Oui, d'accord. Donc elle demande quelque chose de nuancé. C'est ça. Lorsque l'on confronte le registre appelé par l'inflexion avec le registre climat délétère, polémique et la violence, etc., on se dit qu'il y a quand même quelque chose où
où il y a un travail sous-jacent au sens des mots. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle, finalement, emploie ce mot inflexion, qui effectivement, c'est léger de demander une inflexion, mais en même temps, la manière dont elle le fait ne donne pas tout à fait le même sens, ou c'est Manuel Valls qui comprend pas et qui prend mal? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de langage diplomatique qui se développe à l'intérieur du PS comme entre deux États, et qu'il faut comprendre les mots dans un autre sens que ceux qu'ils ont ordinairement dans le dictionnaire, et même dans la langue. D'accord. Inflexion, en fait, ne veut pas dire inflexion. D'accord, veut dire déclaration de guerre. C'est une redéfinition continue du langage. Un petit mot sur les faits, puis on va faire réagir Alain Bergogneau sur les faits que ça produit. Je pense que la pauvre, elle est dans un nœud de contradiction catastrophique et que c'est terrible pour elle, ce qu'elle doit vivre, pour plusieurs raisons. D'abord, quand elle dit « il ne faut pas crier unité, unité, unité », elle a été installée localement par un homme qui disait « unité, unité, unité » et « rassemblez-vous camarades », qui s'appelait Pierre Mauroy. Je ne sais pas comment elle va le gérer, ça, par rapport à sa base sociale. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est Martine Aubry. C'est-à-dire Martine Aubry, dès qu'il y a un mouvement et un moment d'impact dans l'opinion, il faut qu'elle soit là. Parce qu'elle ne supporte pas que ça se fasse sans elle. Même si elle s'est tue pendant 2 ans. Oui, mais de la même façon, avant la primaire de 2007, il y a un rassemblement en 2006 à Lille où chaque candidat à la primaire doit parler. Elle vient parler parce qu'elle dit il faudrait que je sois candidate et puis ensuite elle n'y va pas. C'est Martine Aubry. Et de la même façon, j'attends moi avec une impatience vraiment passionnée et très intéressée professionnellement ce qu'elle va dire parce qu'elle n'est pas en désaccord avec ce qui se passe. D'où le mot d'inflexion, absolument, finalement. Parce qu'elle est piégée. Qu'est-ce qu'elle va proposer d'autre? Elle est d'accord avec ce qui se passe parce que c'est sa culture et c'est son éducation ce qui se passe. La seule chose, c'est qu'elle a une haine politique pour l'homme qui est à l'Élysée et une haine politique, rappelez-vous qu'elle lui a demandé de quitter le parti à une époque pour celui qui est à Matignon. Donc elle est dans un nœud de contradiction. Elle lui avait dit soit tu arrêtes de critiquer. Voilà. Et la seule façon qu'elle a de peser politiquement, c'est d'être contre. Mais au moment où il va falloir proposer, ça va être terrible. Oui, alors je rappelle, parce qu'effectivement, il y a un vieux contentieux entre Martine Aubry et Manuel Valls qui lui avait critiqué le PS quand elle était première secrétaire, avait demandé qu'on change de nom. Elle lui avait envoyé une lettre, effectivement, pour le rappeler à l'ordre. Alain Bergogneau, vous qui connaissez bien le PS et Martine Aubry, je voulais vous faire réagir déjà à la question de ce que disait Denis Bertrand, le sens du mot inflexion. On dirait qu'il y a un langage diplomatique comme ça qui se met en place au PS. Et puis, est-ce que dit Philippe Langeler? Oui, je crois que c'est assez juste parce que là, il faut voir que nous sommes depuis les élections municipales, mais ça s'est aggravé dans un état de tension. C'est un parti évidemment sous tension et toutes les personnalités doivent et pensent qu'elles doivent maintenant s'exprimer. Donc on a le cumul de plusieurs crises en même temps, quoi. Les difficultés économiques, les difficultés d'autorité politique et puis une crise morale. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc il faut partir de là. C'est-à-dire que les mots évidemment veulent dire plus qu'ils ne signifient dans la réalité, parce que la notion d'inflexion, en fait, elle a un contenu. Généralement, la mémoire passe vite. Il y a eu un texte qui a été publié par les députés dits frondeurs. Et l'inflexion, c'était un équilibre différent entre les entreprises et les ménages. Oui, voilà, et ça portait... léger. Ça portait quand même sur une vingtaine de milliards. C'était pas un changement radical. C'est pas tout, mais là, ça veut dire quoi? Tout à fait léger. 20 milliards, on n'est pas dans l'épaisseur du trait quand même, malgré tout. Donc, mais c'est une question d'équilibre. Voilà, et ce qui a été dit à l'instant est assez juste, parce que sur le fond, les frondeurs sont en fait divisés. Il y en a une partie qui viennent de la gauche, des motions de gauche du parti, qui en réalité mettent en cause le cadre politique. Mais d'autres frondeurs, notamment les amis de Martine Aubry, qui sont quand même, très présents, Jean-Marc Germain, Christian Paul, ne mettent pas en cause cela. Donc ils se situent dans un cadre qui est le même cadre. Et donc Martine Aubry, on verra ses propositions, mais Martine Aubry ne met pas en cause le choix européen, n'a pas dit, ne s'est pas exprimée là-dessus. Manuel Valls, elle met quoi en cause? Elle met en cause deux choses, c'est-à-dire, d'ailleurs elle l'a dit, elle met en cause un certain nombre d'équilibres économiques, et on a vu sa réaction sur la question du logement et de l'encadrement des loyers, et elle met en cause pour une gouvernance, à la fois celle du président de la République et celle du Premier ministre. Mais ça, c'est des choses qui sont
D'accord, non mais c'est vrai que c'est surprenant le timing où Philippe Lenchener fait la grimace, bof, vous dites. C'est qu'à chaque fois qu'on va au fond des choses, on se rend compte de la difficulté à trouver une substance à cette remise en cause. À cette remise en cause. Il y a une substance, là je viens de le dire, il faut quand même pouvoir s'écouter, c'est-à-dire qu'il y a une partie parce que le problème c'est de savoir qu'est-ce que ça représente tout ça. Il y a une partie des frondeurs qui ne sont pas d'accord avec le cadre mais là, sur le fond, mais sur la politique forme et l'opportunité de l'expression. Et puis il y en a une autre partie qui n'est pas d'accord sur l'équilibre gouvernemental et le style de gouvernance. Et le style de gouvernance. Et le faux passe crispé Manuel est une allusion au style de gouvernance. Bien sûr, d'accord, c'est ça. Non. Oui, mais c'est intéressant. Attendez, on nous dit que le style de gouvernance, c'est du fond. Mais bien sûr. En politique, c'est pas vous qui allez dire, qui travaillez dans la communication, qui allez dire que les symboles, ce n'est pas de la politique. Alors, on va laisser parler Stéphane Rosès. Ah si, une excuse, en politique, les symboles sont du fond. Alors, bon... En tout cas, ça éclaire la fameuse phrase « faut pas se crisper Manuel ». On va faire réagir Stéphane Rosès là-dessus et peut-être aussi sur la réaction de Manuel Valls dont on n'a pas encore parlé parce qu'il a cette phrase assez forte, justement en réaction à cette demande d'inflexion de Martine Aubry que voilà, vous avez analysée, en disant « les Français attendent que nous sortions de ce climat délétère qui a provoqué chez moi une sorte de dégoût ». Et donc il emploie un mot très très fort. Je voulais savoir comment vous interprétiez ce rappel à l'ordre médiatique et cette réaction au discours de Martine Aubry avec le choix de ce mot. La situation de Manuel Valls n'est pas simple parce qu'il essaye au travers de sa personnalité de donner une cohérence à l'action gouvernementale. Et dans cette situation, on le voit bien que le principal atout, mais ça commence à tourner à vide de Manuel Valls, c'est de recourir au réalisme, un discours de vérité, un discours de courage, un discours de responsabilité par rapport à une situation. C'est ça. Bien sûr, par rapport à une situation qui semble partir effectivement dans tous les sens, et avec une situation où, effectivement, ça a été dit à juste titre, il y a quand même un écart entre la demande d'inflexion, qui repose effectivement sur des ajustements qui ne sont pas négligeables, et un climat pour un parti de gouvernement, qui fait qu'on se demande s'ils sont toujours dans une éthique de responsabilité ou non. Sur la réaction de Manuel Valls, parce que là on assiste à un ping-pong et sur la réaction justement de Manuel Valls. Il est sur le registre de celui qui est à la barre, qui en appelle à la responsabilité, qui en appelle à l'autorité. C'est ce qu'il nous dit là, c'est ce qu'il nous a encore redit, mais c'est un registre qui effectivement n'éclaire pas le problème des socialistes, qui est que les grilles de partage internes au Parti socialiste ne correspondent plus depuis 15 ans aux grilles de partage à l'intérieur de l'électorat. Le débat pour l'électorat de gauche et entre la gauche et la droite, c'est pas de savoir si on fait de l'offre ou de la demande, c'est de savoir si on peut de la responsabilité ou pas. Non, c'est de savoir si on peut sauver le modèle. La droite pense que non, la gauche pense que oui, au risque pour certains du conservatisme social, et cette mise en récit qui devrait être celle du président de la République n'est pas faite. Alors, donc d'où ces tensions entre le fond des débats assez... Qui sont des questions d'ajustement, et puis... la forme, ça ne transparaît pas du tout, parce que je veux dire, là, si on est quand même dans l'analyse des images et des discours, ce que vous nous dites là, ça ne correspond pas tout à fait au match de ping-pong, non ? Manuel Valls en tout cas, prend une décision, et on peut voir si c'est une erreur ou pas. Il s'interdit le projet et le cap. Parce qu'il dit, c'est pas moi, c'est de l'ordre du président. Et si je fixe un cap, j'agresse le président. D'accord, moi je pense qu'un Premier ministre peut... Oui, et je pense qu'un Premier ministre peut trouver un cap et peut avoir un projet qui soit cohérent. D'ailleurs, il peut les changer, et il peut parler avec son président. Et là, il s'en empêche. C'est pour ça qu'il est dans ce registre. Oui, Stéphane a raison, il y a un problème avec ça. D'accord, dans ce registre de la responsabilité, etc., parce qu'il ne veut pas répondre sur l'autre thématique. Oui. Denis Bertrand, sur le mot quand même dégoût. Oui, moi je crois que c'est intéressant, en effet, ce mot est intéressant parce que ça correspond à ce que Stéphane vient d'indiquer, à savoir l'absence du récit, l'absence de cohérence du récit. C'est plus exactement l'absence de narrateur, l'absence du porteur du récit, de celui qui va lui donner une cohérence. Et du coup, la position de Manuel Valls se limite à celle d'un rôle éthique, d'une sorte de position éthique de non-narrateur. Il est dans une position éthique et du coup, cette position éthique, elle va de la...
points, les mauvais points, elle va de la responsabilité qu'il qu'il invoque de façon presque comme un mot totem, à l'état affectif qu'induit le jugement éthique et le dégoût, qui est un état affectif. Alors, avec un petit problème oui, alors un mot, parce qu'on va continuer sur Manuel Valls. Avec un problème en plus, qui est que ce qui crée un décalage, c'est qu'il a remarquablement et vite et rapidement habillé la fonction. C'est-à-dire qu'il est dans le truc. Donc il a un magistère et il juge. Mais cette puissance de jugement mariée avec l'absence de récit national, ben, ça crée un décalage. Donc vous disiez, il ne fixe pas de cap, il s'interdit ça. En même temps, et c'est peut-être le point de départ de ces hostilités et de ce match de ping-pong entre lui et Martine Aubry qu'on vient de voir, c'est fin août. Manuel Valls semble jeter de l'huile sur le feu avec un discours assez surprenant qui a suscité beaucoup de commentaires. Au moment où les socialistes se retrouvent à La Rochelle, le Premier ministre annonce des changements majeurs dans la loi Duflot. Les objectifs fixés lors de la création du dispositif dit Duflot ne sont que partiellement remplis. Nous allons le modifier en profondeur en offrant aux investisseurs plus de souplesse et plus d'opportunités. J'imagine que, comme le veut la tradition, et en matière de logement, elle est tenace, ce nouveau dispositif prendra le nom de la ministre qui l'a fortement amélioré, Sylvia Pinel. Et quelques instants plus tard, on assistait en direct à la réaction de l'ex-ministre Cécile Duflot, suivie par celle de Martine Aubry. On regarde un montage des deux. Tous les gens qui nous regardent savent très bien à quel point c'est difficile d'accéder à un logement, que les loyers se sont enflammés ces dernières années. Ils ont augmenté de 40% en 10 ans, qu'on avait le moyen d'agir. C'est l'encadrement des loyers qu'il est appliqué en Allemagne, qu'il a été voté par l'unanimité de la majorité et que le Premier ministre tout seul annonce son abandon. C'est inouï. Il est chef du gouvernement. Elle devient ce soir l'une de ses principales opposantes. Martine Aubry défie Manuel Valls. Hier, le Premier ministre annonçait que l'encadrement des loyers était abandonné, uniquement testé à Paris. Mais aujourd'hui, Martine Aubry demande dans ce communiqué que Lille et d'autres villes volontaires bénéficient aussi de cet encadrement des loyers. Alors certes, c'est pas fixer un cap, mais quand même, le choix de faire cette intervention à ce moment-là, au moment où les socialistes se retrouvent avec une rentrée compliquée, on se demande si Manuel Valls là n'a pas jeté de l'huile sur le feu, appuyé sur le détonateur, parce que quand même annoncer qu'on va changer le nom d'une loi, c'est quand même très très violent, non ? Oui. Symboliquement, là, pour le coup, puisqu'on est dans les symboles. Je crois que ce qui apparaît, ce que le commentaire de Mme Duflot est significatif à ce niveau-là, c'est que c'est l'initiative individuelle par rapport à une expression collective de la majorité. Et l'opposition entre la légitimité d'un discours ou d'un discours collectif et l'illégitimité d'un discours individuel et d'une décision individuelle est soulignée d'une manière, à mon avis, extrêmement forte, quoi. Mais là, on se demande... Là encore, c'est la question des rôles et des positions. Je pense peut-être en l'absence du récit, ce qui est frappant, c'est la définition des rôles. Et la mise en question des rôles et de leur définition. C'est-à-dire là, clairement, c'est Cécile Duflot qui est responsable. Alors c'est vrai aussi une promesse du programme présidentiel, ce qu'elle a rappelé, quelque chose qui a été voté par la majorité. À l'Assemblée, etc. Mais alors du coup, on se demande, parce que Manuel Valls est quand même pas né de la dernière pluie en matière de communication, et ça laisse un peu perplexe, on se demande pourquoi faire cette annonce à ce moment-là, avec ces mots, ce symbole. On se dit, est-ce qu'il y a une raison qui nous échappe ? Je crois que la raison, c'est le théâtre médiatique, c'est-à-dire qui favorise c'est les médias, c'est la faute des médias. Je n'ai pas parlé des médias, je parle du théâtre médiatique. Bon, c'est un peu média quand même. Non, et c'est moi aller jusqu'au bout. Pardon, donc il y a une volonté de personnalisation, et je rejoins votre jugement. Sur cette question, dans le fond, c'est pas simplement une question de style, il y a une question extrêmement sérieuse, c'est-à-dire que l'affaiblissement du secteur du logement, de la construction pèse négativement sur la croissance. C'est un problème clé. Oui, mais pourquoi... Attendez, mais c'est très difficile de pouvoir terminer. Pourquoi ne pas le dire simplement, et surtout pourquoi ne pas laisser le ministre du Logement le dire? Et là, il y a une volonté, c'est pour ça que je parle de cette personnalisation à outrance, il y a une volonté dans ce théâtre médiatique de toujours marquer son avantage. Et là, je pense, c'est ce que vous suggériez, que Manuel Valls pouvait très bien se dispenser
de faire l'annonce lui-même. Et qu'il pouvait, lui, par contre, expliquer la situation et laisser le ministre du Logement, sans avoir besoin de débaptiser une loi, laisser le ministre du Logement expliquer les ajustements. Et là, on est vraiment sur un problème de fond de la communication politique aujourd'hui, parce que je trouve que c'est une erreur, parce que dans une période de tension extrêmement vive que connaît la majorité et que connaît aussi la société française, là, on avive les tensions, alors qu'au contraire, il faudrait pouvoir avoir un discours rationnel. D'accord, donc vous dites que c'est une erreur de communication. Philippe Lencheler, un petit mot, puis on... Un petit mot, ça veut dire que, en fait, cet acte-là est le plus politique de tous. Ça veut dire que derrière ça, il y a la croyance en une chose. Cette chose, c'est qu'il y a un tripartisme, que ce tripartisme va désormais structurer la société de la façon suivante. Autour de Marine Le Pen et d'une frange dure de la droite, un corps à droite très dur, un corps à gauche, et là c'est le pari qui est fait en attaquant Duflot, qui sera autour de Mélenchon, autour du front de gauche, bien évidemment, qui est également faible, et la volonté de créer et structurer un immense corps central social-démocrate, en pensant que la partie Europe Écologie, et non pas la partie Les Verts, viendra sur ce corps central, que la partie centriste et non pas la partie droite dure viendra sur ce corps central, et dire que la logique du tripartisme, c'est d'aller au bout avec l'émergence d'une immense force social-démocrate centriste. Donc ça a peut-être jeté l'huile sur le feu, mais vous dites que c'était très volontaire pour vraiment se démarquer de Duflot. On ne peut pas, et je la pense que la communication gauche ne nous permet pas d'avoir les grilles de lecture de ce qui se passe là, et que le fait de le croiser avec une analyse de ce qu'il pense, avec ILS, c'est-à-dire un groupe qui est autour de Manuel Valls, qui pense que la politique, le paysage politique français va se structurer ainsi. Alors on va revenir un petit peu en arrière, parce qu'avant, effectivement, ces déclarations de rentrée, il y a eu pendant tout l'été, on va dire, des ministres qui se sont plaints, des frondeurs aussi qui se sont fait entendre. Alors le premier à dégainer est Arnaud Montebourg, lors de sa fameuse conférence de presse du 10 juillet, avec un clin d'œil appuyé au discours du Bourget de François Hollande. Un discours, on s'en souvient, c'est pas n'importe quel discours, c'est un discours très à gauche de la campagne. Alors on en revoit un extrait suivi de sa citation par Arnaud Montebourg. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Dans la responsabilité qui m'est confiée dans le ministère que j'occupe, je n'aurai donc qu'un seul adversaire. Le conformisme politique et intellectuel. Le conformisme, il n'a pas besoin de présenter sa candidature. Il ne présente pas de programme, mais il gouverne. Il gouverne les esprits, les hommes, les institutions européennes, les institutions monétaires. Et dans la situation de gravité extrême que connaît l'Europe, qui voit s'installer non plus la stagnation, mais maintenant la déflation, comme ministre en charge de l'économie, je n'accepterai pas une situation aussi grave. Voilà, alors on reviendra sur le sens de ce pastiche ou clin d'œil selon les points de vue. On reviendra aussi sur la séquence frangie qui a entraîné le remplacement d'Arnaud Montebourg et de Benoît Hamon. Mais cet acte d'autorité, on va dire, du président et du Premier ministre n'a pas empêché Christiane Taubira, restée elle au gouvernement, de défier à son tour en allant rendre visite aux frondeurs lors des universités d'été du PS à La Rochelle. Au milieu des frondeurs, Christiane Taubira. Pour leur démonstration de force ce matin, les opposants à la ligne du gouvernement ne pouvaient rêver mieux. Dans cette salle bondée, la garde des Sceaux ne prend pas la parole, mais sa présence est largement relayée sur les réseaux sociaux. 15 minutes plus tard, elle repart. A-t-elle franchi la ligne jaune? Avec sa verve habituelle, elle revendique son geste. La politique, c'est le courage de s'interroger sur la vie dans la cité. La politique, c'est le courage de s'interroger sur les espaces que nous créons pour nous entendre, pour nous comprendre, pour nous disputer et pour nous rassembler. Et je veux y prendre ma part. Et ce matin, j'y ai pris ma part. Et j'en assume les conséquences. Il n'empêche, un certain embarras s'installe. Ce proche de Martine Aubry préfère en rire. Est-ce que Christiane Taubira sera toujours au gouvernement ce soir?
Voilà, et ça devient presque un jeu, on a l'impression finalement, hein, voilà, est-ce qu'elle sera toujours au gouvernement ce soir? Rire, alors finalement elle était toujours au gouvernement le soir même. Bon, ce qui pose avec un peu de recul, hein, parce qu'effectivement ces événements ont été très très commentés, mais avec un petit peu de recul, et puis au vu de la suite qu'on a vue en début d'émission, alors est-ce que concrètement Christiane Taubira a mieux géré finalement sa manière de fronder qu'Arnaud Montebourg? Elle a été dans quelque chose de moins provoquant, ou alors non, et finalement c'est voilà, Manuel Valls qui a dû s'en accommoder, et ça peut expliquer le rappel à l'ordre qu'on a vu par la suite, son style de la rentrée, le dégoût qu'il évoque d'ailleurs, qui est peut-être le dégoût vis-à-vis de cette posture aussi. Alain Bergogneau? Non, je crois que Christiane Taubira est habile. D'ailleurs, en fait, elle n'a rien dit. Elle a justement, simplement par sa présence, symboliquement affiché sa différence. Mais son habileté, c'est de rien dire sur le fond. Que des généralités. D'accord, contrairement à Martine Aubry qu'on a entendu tout à l'heure. Martine Aubry dit des choses, et Montebourg, on l'a vu dans l'extrait, aussi, il y a un contenu politique. Donc Christiane Taubira joue de son image, elle sait qu'elle est, comme on dit, une des icônes de la gauche, et qu'elle est quasiment intouchable. Mais elle ne veut pas quand même tenter l'expérience. Elle ne veut pas prendre trop de risques quand même. Elle tente l'expérience, donc elle ne dit rien. Donc voilà, donc c'est une habileté, mais on peut se demander qu'est-ce que ça apporte véritablement comme solution à la situation actuelle. Et qu'est-ce que ça apporte au débat? Oui, d'ailleurs, ces images, qu'est-ce qu'elles ont? Parce qu'on a l'impression effectivement qu'elles ont été très commentées sur le moment, et puis finalement, qu'est-ce qu'il en reste? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça apporte? C'est l'éloge de la rébellion, de la rebellitude, dirait Ségolène Royal. Et il y a une différence entre être une rebelle, qui est un caractère, qui est une posture mentale, et Alain Bergogneau a tellement raison, parce que sur le fond, elle dit une chose quand même très précise. Hein. Elle dit, je veux prendre ma part au fait qu'on se dispute et qu'on se rassemble. Oui. Donc, il n'y a pas de césure, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de cassure, et puis surtout, c'est un romantisme de l'action, c'est une déclaration romanesque politique. Elle repart en action sur son vélo, d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. Oui, ce qui est incroyable dans ce qui se passe chez les socialistes, c'est que Christiane Taubira, c'est tout à fait vain, hein, tout ça. C'est évidemment une posture. C'est la rebellitude ou c'est la fronde. Alors, le propos d'Arnaud Montebourg est d'une toute autre ampleur sur le fond. Le point en commun entre les deux, c'est que Manuel Valls avait dit gouvernement de combat. Et Arnaud Montebourg a cru, et effectivement, elle s'arrête, Christiane Taubira, qu'on pouvait transformer un gouvernement de combat en gouvernement de débat. C'est évidemment pas possible. La même chose. Non, c'est pas la même chose, et c'était difficilement tenable. Et puis sur le fond, l'interview d'Arnaud Montebourg dans Le Monde est tout à fait intéressant, passionnant. Il pose de vraies questions, sauf qu'il affaiblit la France juste avant un Conseil européen. Pourquoi ? Parce qu'il donne des arguments à Angela Merkel. Alors l'interview dans le Monde, excusez-moi Stéphane Rosès, parce que quand même, comme on est dans des chronologies différentes, l'interview dans le Monde, c'était juste avant le fameux week-end à Frangy et juste avant la démission du gouvernement. Rébellion à partir d'arguments de fond et qui évidemment sont débattus au plus haut sommet de l'État, sauf que c'est fait dans le Monde alors que c'est un ministre. Et surtout, il donne raison à Angela Merkel qui dit en fait les Français ne veulent pas faire la réforme et ils instrumentalisent l'Europe et la réorientation de l'Europe pour ne pas faire les efforts qu'il doit faire, car pour un Allemand, un peuple qui se tient, c'est le peuple qui est capable, en son sein, d'éprouver un effort commun. Et donc, du coup, il affaiblit la France parce que sa posture à la française est évidemment, à la veille du Conseil européen, absolument terrible. D'accord, il y a un problème de timing et une erreur dans le timing. Et je crois que dans son hubris du pouvoir, il ne s'est pas rendu compte que là, il franchissait une frontière à la fois symbolique sur c'est quoi un gouvernement de combat, mais aussi il avait affaibli la position de la France. On va revenir sur Arnaud Montebourg. Ce que vous dites, vous, c'était l'interview dans Le Monde qui a été le déclencheur. Alors, il y a aussi eu ce fameux week-end à Frangy. On va y revenir, hein, puisque l'épisode, on s'en souvient, avait créé un petit cataclysme. Alors, avec un petit peu de recul, on a demandé à Thomas Clé, juriste, ami et compagnon politique de l'ex-ministre, de revenir sur ces images et justement l'impact en matière de communication de ces fameuses images à Frangy, fin août. Après leurs propos dans la presse, on savait qu'ils allaient en découdre. Qu'est-ce qui se passe ? Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, ou les tontons frondeurs du gouvernement. À Frangy-en-Bresse, en tout cas, la cuvée cette année a été baptisée cuvée du redressement, comme une provocation. Je vais lui envoyer une bonne bouteille de la cuvée du redressement au président. J'ai demandé et sollicité du président de la République une inflexion majeure de notre politique économique. La loyauté gouvernementale
est un principe d'action, mais ce n'est ni une chaîne, ni une muselière. Propos plus apaisés en tribune, mais il n'empêche, cette journée restera comme un défi lancé directement à François Hollande, Emmanuel Valls, et l'on est en droit de se demander combien de temps cela peut encore durer. Voilà, on se demande combien de temps ça peut encore durer. De fait, ça n'a pas duré longtemps, puisque suite à ça, il y a eu le fameux remaniement. Et avec le recul, quand vous voyez ces images, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont laissés emporter? C'était prémédité? C'était une provocation? Je ne pense pas du tout que c'était une provocation. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que sur le fond, il n'y a pas véritablement de différence dans ce qui a été dit à Frangy, de ce qui a été dit quelques jours, la veille d'ailleurs, dans une interview du journal Le Monde et 2 mois plus tôt dans une conférence de presse. Conférence de presse de style d'ailleurs tout à fait atypique et inédit qui a été faite à Bercy. Mais ce qui a tout changé, c'est précisément la représentation médiatique de l'événement. Et tout d'un coup, cet événement qui existe depuis 1971, je crois, mais qui pour la première fois se trouve diffusé en direct sur les 3 chaînes d'information en continu, ça lui donne une force de frappe et un impact qui, à mon avis, va pervertir le message lui-même qui, sur le fond, n'a pas changé depuis déjà un certain temps. Je vais lui envoyer une bonne bouteille de la cuvée du redressement au président. On ne peut pas comprendre cette phrase si on ne connaît pas Frangy. D'ailleurs, le Premier ministre, Manuel Valls, connaît Frangy. C'est une fête populaire, sympathique, joyeuse, goguenarde, et il se lance, et il y a des caméras partout, et probablement, elle n'était pas destinée à être filmée, mais en même temps, il est maître de ses propos, il les assume, elle est probablement maladroite, et en même temps, elle n'aurait pas eu cet impact-là s'il n'y avait pas eu précisément cette force de frappe sur cet événement de Frangy. Et d'ailleurs, c'est une constante de la personnalité d'Arnaud Montebourg, c'est qu'il est le même dans le privé et dans le public. D'une certaine manière, ça rappelle la phrase le plus grand défaut de Ségolène Royal, c'est son compagnon, c'est une blague, et tout d'un coup... Dites pendant la campagne de 2007, voilà, sur un plateau télé. Voilà, c'est une blague, là c'est une autre blague. Voilà, le président de la République a de l'humour, Arnaud Montebourg a de l'humour, mais là ça tombe mal. Voilà, le même en privé et en public. Alors, il n'a pas tout à fait la même analyse que vous, puisque lui, il dit finalement, la tribune, l'interview dans Le Monde, ça passait, c'était Frangy qui passait pas. On va faire agir Philippe Lanchenner qui fait non de la tête. Non, il y a une différence majeure, et Thomas le sait, et Arnaud le sait. Donc Thomas Clé et Arnaud Montebourg. Thomas Clé le sait, et Arnaud Montebourg le sait également. Tant que, jusqu'à maintenant, durant 2 années, la critique d'Arnaud Montebourg a principalement, j'ai bien dit principalement, parce que ça ne veut pas dire que le reste n'existait pas, mais à 95% a porté sur le rapport à l'Europe, à Frangy, et je crois qu'il n'a pas réalisé ce qui se passait. Certains membres de son cabinet ont poussé à cela. À Frangy, ce n'est pas 95% l'Europe. C'est la politique française du gouvernement auquel il appartient qu'il faut changer. Et là, il ne s'est pas rendu compte que l'élasticité à la permissivité va craquer. Parce qu'on ne dit plus, il faut changer l'Europe et il faut qu'on change l'Europe. Il le dit entre autres, mais la bonne cuvée du redressement... Le truc, c'est la politique que nous suivons au niveau national n'est pas la bonne. Et il y a cette décision d'attaquer à Frangy la politique nationale. Et la fameuse bonne cuvée du redressement, la bonne bouteille... Qui là, pour le coup, est sincèrement anecdotique, je crois. Et anecdotique, non, parce que ça pourrait symboliser ça. Oui, il paraît que c'est ça la phrase qui a... Parce que là, Thomas a raison, c'est du Arnaud, ça. Mais elle est anecdotique. Par contre, à la tribune... C'est du Arnaud, ça veut dire quoi pour les téléspectateurs? Ça veut dire quoi, c'est du Arnaud? Arnaud Montebourg est un monstre de spontanéité. Et donc, effectivement, il a raison, Thomas Clé, il peut sortir n'importe quoi. Par contre, le truc, c'est qu'à la tribune, il dit que la politique économique du gouvernement auquel il appartient, je me permets de rappeler à nos auditeurs et spectateurs qu'il est ministre de l'économie, et que la politique économique du gouvernement auquel il appartient, et alors qu'il est ministre de l'économie, il faut l'infléchir et la changer. D'accord. Alors, je vais vous faire réagir juste un petit mot, peut-être Denis Bertrand, parce qu'on a vu il y a quelques minutes le fameux discours du Bourget de François Hollande, repris, pastiché, avec un clin d'œil par Arnaud Montebourg. Les images de Frangy, est-ce qu'on est dans le même registre selon vous? Alors, on dit voilà, de la spontanéité, ou alors il y a des... Pour moi, il y a un enchaînement. Il y a un enchaînement, mais d'un point de vue, je dirais, purement sémantique, je dirais. C'est-à-dire que mon adversaire, c'est les conformismes. Oui, sous-entendu, moi, on comprend, le président est conformiste. Les conformismes, pas les conformistes. Les conformismes, c'est-à-dire qu'une abstraction. L'adversaire, c'est une abstraction qui gouverne. Une abstraction qui gouverne, donc pour le spectateur et pour l'auditeur, ça implique de savoir qui
est derrière cette abstraction? C'est-à-dire qui sont les personnes? Et alors vous comprenez quoi, vous? Parce que certains ont compris que ça visait le président de la République. Oui, mais lorsqu'on passe, c'est cette cohérence-là que je voudrais souligner, lorsqu'on passe d'un conformisme généralisé comme ça, comme abstraction, impliquant des personnes et à la cuvée qu'on va offrir sur le mode de la provocation avec ce ton très particulier, extrêmement provocateur, spontané, comme tu dis, mais en même temps extrêmement provocateur. On voit bien provocateur dans la spontanéité, peut-être. La personne, elle est là, et le coup est porté. Je veux dire, le coup est porté d'une manière, à mon avis, très personnalisée et très violente. Ah d'accord, ça personnalise les fameux tenants du conformisme. Et c'est violent. C'est violent. Très violent. C'est une critique. Un petit mot. Oui, c'est une critique. Il faut voir les choses, et ça vient d'être dit, mais c'est une critique directe du président de la République. Et là, il n'y a aucune ambiguïté. Ça a été compris par tout le monde comme cela. François Hollande a choisi en juillet de minimiser, mais comme il a été rappelé à l'instant, a franchi, c'est une mise en cause de la politique du gouvernement telle qu'elle est menée depuis des années. Et le problème d'Arnaud Montebourg, à côté de sa spontanéité, c'est un homme qui veut instrumentaliser les autres. Quand il s'est rallié à François Hollande dans la primaire, il avait l'idée de se rallier, dans le fond, à ce qu'il pensait être le plus faible. Alors que Martine Aubry, il connaissait très bien son caractère. Et c'est cette volonté-là d'instrumentalisation qui est inacceptable, parce qu'il n'a pas compris que François Hollande, bien qu'en difficulté, était le président de la République. Et qu'aucun président de la République, dans aucune situation, n'aurait pu tolérer une mise en cause de la politique suivie par un des principaux ministres du gouvernement. Dans la continuité de 2012, vous dites. C'est un avocat, il croit la parole, et d'où le fait qu'il a un problème de rapport au réel. Vous l'avez dit justement, c'est le ministre de l'économie, il est dans un certain type de gouvernement. Donc je pense qu'effectivement, il n'a pas dû mesurer le franchissement de ligne. Deuxièmement, quand il dit dans une déclaration, s'énervant avec une journaliste, mais enfin, François Hollande me doit une partie de sa victoire. Ça veut dire la difficulté de comprendre les raisons profondes pour lesquelles la gauche l'a emporté. La gauche l'a emporté lors d'une présidentielle, non pas comme si une présidentielle, c'était un congrès du Parti socialiste. Si François Hollande l'a emporté à la présidentielle, c'est que sa placidité plus son réalisme semblait dire qu'il était possible de sauver notre modèle sans remettre en cause ce que nous étions, ce qu'avait échoué Nicolas Sarkozy. Donc c'est très intéressant de voir les questions de relecture. C'est le pays qui a fait la présidentielle, et si François Hollande l'a emporté, c'est pas en fonction de ralliement de qui que ce soit, c'est parce que le pays se demande s'il a un destin dans le monde tel qu'il est. Je suis désolée, on a un chronomètre. Arnaud Montebourg, après ça, donc, n'est plus au gouvernement, et pourtant, l'atmosphère reste explosive, chargée en nitroglycérine. Et alors, je voulais vous faire commenter, pour finir l'émission, une dernière explosion provoquée par une phrase de François Rebsamen sur un plateau télé. Moi, je vais vous dire, je pense qu'il faut renforcer les contrôles. Quand on est chômeur, au sens du Bureau international du travail, on recherche un emploi. Et donc, c'est négatif pour ceux qui recherchent des emplois d'être à côté de personnes qui ne cherchent pas d'emploi. Donc, je demande à Pôle emploi de renforcer les contrôles pour vérifier que les gens cherchent bien un emploi. Sinon sinon, on est radié. Alors, contrôler les fraudeurs instantanément. François Lamy, ex-lieutenant de Martine Aubry, interviewé sur une radio, réagit. Ça vous a surpris, cette sortie du ministre du Travail? Parce que c'est un peu le genre de propos qu'on a plutôt l'habitude d'entendre à l'UMP. Ouais, ça m'a surpris, pour vous dire très franchement, ça m'a même mis en colère. Parce que nous avons 5 millions de personnes qui sont sans emploi actuellement dans ce pays. Et pour bien les avoir rencontrés, pour les connaître, pour les voir dans nos circonscriptions, nous savons qu'il n'y a pas 5 millions de fraudeurs. Bon. Et que cette stigmatisation collective des chômeurs était déplacée et même pas admissible. Alors, ça réagit, ça commande beaucoup sur le plateau. On va voir d'abord le dernier extrait. Le soir même, les socialistes réunis rue de Solferino n'ont pas de mots assez durs pour critiquer les propos de François Rebsamen. La condamnation est unanime, tant chez les députés proches du gouvernement. Il n'y a pas de place à gauche pour un discours qui laisserait entendre que les chômeurs sont responsables de leur propre malheur. Que chez les frondeurs. Je préférerais qu'on déploie la même énergie, par exemple pour contrôler l'utilisation du CICE, de ces cadeaux faits aux entreprises, dont certaines, pas toutes heureusement, prennent l'allègement d'impôts et continuent à licencier. Et là, il y a une sorte de surenchère libérale sur des sujets qui n'en sont pas et qui en plus brouillent le message du gouvernement le jour de la rentrée scolaire.
Franchement, je pense qu'il est temps d'arrêter les conneries. Comme pour éviter de l'accabler un peu plus, Jean-Christophe Cambadélis quitte la rue de Solferino en dernier, mais sans s'exprimer. Le premier secrétaire du PS avait déploré un peu plus tôt dans un communiqué des propos qui brouillent le message présidentiel. Voilà, ça m'a mis en colère, il est temps d'arrêter les conneries. Et alors on précise qu'ils sont quand même tous dans le même camp, hein. Ça peut paraître assez surprenant. Denis Bertrand, un petit mot sur le choix de ces mots. Est-ce que ça ne veut pas se tirer une balle dans le pied? Parce que finalement, ce sont les socialistes eux-mêmes qui font monter la polémique sur cette phrase qui aurait peut-être pu passer d'ailleurs inaperçue et qui en font une polémique. Oui, c'est ce qui me paraît frappant, c'est l'espèce de mise en abîme de la conflictualité. C'est-à-dire que la parole de Rebsamen, incontestablement, elle installe une conflictualité. Elle installe un lieu de conflictualité où peut-être... oui, entre des chômeurs qui pourraient frauder, il faudrait les contrôler. Il fait une frontière entre les bons et les mauvais, entre le bien et le mal. C'est-à-dire, il crée une conflictualité. Mais cette conflictualité-là est accentuée, potentialisée par la suite des conflits qu'elle va générer. Voilà. Et un petit mot alors sur l'attitude des autres. Sur cette seule action, vous avez le débat entre parti de gouvernement ou réaction de congrès. C'est-à-dire que d'un côté, il y a quelqu'un qui dit « je suis membre d'un parti de gouvernement et je veux bien faire marcher le secteur dont j'ai la charge ». Et de l'autre côté, vous avez des réactions de posture uniquement avec ce qui est extraordinaire. C'est non pas un commentaire de la phrase, mais un commentaire de ce que la phrase pourrait éventuellement dire et voudrait mettre de libéralisme dans l'esprit de celui qui l'a prononcé. Ils vont au-delà de la phrase de François Rebsamen, dites-vous, dans l'analyse. Oui, un petit mot, Stéphane Rosette, je finirai avec vous, Alain Bergogneau. Ils ont un problème avec le réel, ils pensent que le réel réside dans la raison en surplomb du réel, de sorte que c'est pas Rebsamen qui dit qu'il y a des fraudeurs et des gens bien, c'est la réalité. Mais dans la conflictualité à la française, surtout à gauche, on va dire que c'est Rebsamen qui crée n'est-ce pas, la fraude. Non, parce qu'il voudrait la combattre. Il y a un problème qu'il y a que dans la vie, c'est des choses qui arrivent, il y a des fraudeurs ou pas, et que quand on défend un service public, évidemment, on est à aller chercher les fraudeurs du fisc. Voilà. Ah oui, non, mais vous voyez, alors effectivement, il y a un problème avec le rapport au réel. Avec le rapport au réel, d'accord. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nommer le réel, vous dites. Pour finir, Alain Bergogneau, ça va vous laisser le mot de la fin, mais aussi une petite question que je voulais vous poser, parce qu'on a l'impression là qu'on a atteint un degré de conflictualité jamais vu. Enfin, en tout cas, nous, on a repris des archives, des images. Dans les années 80, lorsqu'il y avait le débat sur sortir ou pas du SME, on a l'impression que les débats étaient beaucoup plus feutrés, alors qu'ils étaient autrement plus violents sur le fond qu'aujourd'hui. Et on se demande pourquoi. Pourquoi cette conflictualité? Très rapidement, jamais vu, non, parce que... Jamais vu publiquement, on va dire. Non, il y a eu rappelons-nous le congrès de Rennes, le congrès de Reims, etc. Et Rennes, le Parti socialiste était au pouvoir. Et il s'est complètement abstrait de cette situation du pouvoir. Mais ce qui est important, je crois, c'est que cet épisode, je partage ce qui a été dit précédemment, traduit un état de tension. Alors Stéphane Rosette disait rapport au réel. Moi je dirais rapport au pouvoir. Et la question qui est posée enfin aux socialistes, vieille question, c'est leur rapport au pouvoir. Et ils ont du mal à l'assumer de ce point de vue. Ils ont du mal à l'assumer et donc ça crée des divisions profondes et puis qui crée évidemment une incompréhension dans l'opinion parce que là cette affaire est assez simple. Il y a des règles dans les assurances et simplement c'est une banalité totale. Il faut rappeler qu'il y a des règles. Et en même temps, il ne faut évidemment pas théoriser pour rejeter, mais ce n'est pas ce qu'avait fait Rebsamen, la théorisation, pas rejeter la responsabilité sur les chômeurs et sur les individus. C'est une situation. Donc voilà, mais ça crée cet état de tension et je crois que la vraie question qui est posée aujourd'hui, c'est de savoir si les socialistes veulent rester un parti de gouvernement. Alors la vaste question, on tentera d'y répondre avec de nouvelles images, du réel aussi. Stéphane Rosette, dans une autre émission. Merci à tous les quatre. Merci à Marie Lebon et à Paul Bastien qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Laurent Ferré qui s'est couché tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillons. La gauche a un problème avec le pouvoir. Moi, je dis elle a un problème avec le réel. Mais c'est un des problèmes d'aujourd'hui. Il y a un remplacement des élites par de pure politique, en réalité. Ils ne veulent pas gouverner, Non, pas la majorité, mais il en va de savoir si le Parti socialiste gardera l'image d'un parti de gouvernement sérieux dans l'opinion française. Parce que c'est l'héritage de Mitterrand et de Jospin qu'on est en train de mettre en cause. Oui.